série de 20 et 21 degrés en pleine. Il me reste juste à vous souhaiter une très belle journée. Bonjour à tous et bienvenue dans le Journal des Alpes. Au sommaire ce midi, la route de l'espoir pour les naufragés du Chambon à La Grave en Isère. Le chantier de la route de substitution doit être achevé avant l'arrivée de l'hiver. La course contre la montre est engagée. Le FCG au garde à vous, opération commando pour les rugbymen grenoblois à la caserne de Vars en Isère, avec un parcours du combattant aquatique fait sur mesure pour la cohésion de l'équipe. Et puis côté ciel, les nuages ont pris le pouvoir avec des averses probables près des massifs frontaliers avec l'Italie et dans le sud de l'Isère notamment. À noter un bon vent de föhn en provenance de l'Est et des températures de 18 à 21 degrés en pleine cet après-midi. Mais tout d'abord, ce meurtre commis ce matin en Isère. Une jeune fille de 17 ans a été poignardée par son ex-petite amie alors qu'elle se trouvait au domicile de ses parents à Saint-Jean-de-Moiran. Elle a été frappée à la gorge et son pronostic vital est engagé. Les précisions sur notre site alpes.france3.fr. C'est un chantier hors norme et une course contre la montre. La route de substitution du Chambon doit être impérativement finie avant l'hiver. S'il n'est pas encore certain que les camions puissent l'emprunter, elle devrait permettre aux locaux isolés depuis l'effondrement du tunnel de circuler enfin entre l'Isère et la Grave. Visite de chantier, Céline Aubert, Antoine Marnas. C'est la partie la plus complexe du chantier du Chambon, le percement de l'éperon rocheux, l'imposant Alvègue. Il ne reste plus qu'une centaine de mètres pour parvenir au but, après des semaines dans la poussière, suspendue au-dessus du lac. Ça a été compliqué jusqu'au Talweg, mais de ce côté-là, c'est plus facile pour nous maintenant. On a trouvé le bon rythme et la bonne manière de procéder. Ouvrir une route de 5 km rive gauche du lac en 3 mois, la mission était presque impossible. Il faut vous imaginer ici une simple piste forestière où passaient les vélos et les pêcheurs du coin. Aujourd'hui, elle est 3 fois plus large. On a mis en œuvre toute une série d'engins, de moyens techniques également de franchissement pour à la fois élargir la piste, rentrer dans les talus qui sont rocheux et également les stabiliser pour offrir une pérennité aux usagers plus tard. Un chantier hors norme et de multiples contraintes. Pour percer le schiste, il faut faire un diagnostic à chaque forage. Il y a aussi le risque d'éboulement et d'avalanche. Pour y faire face, le conseil départemental a fait appel à une entreprise grenobloise spécialisée dans les travaux en falaise. Mais la clé de la réussite, ce sont ces hommes qui travaillent du petit matin jusqu'à la tombée de la nuit. C'est la coordination des moyens. Donc on a des moyens importants, on a 40 personnes à peu près sur le chantier, postées en 2 postes actuellement, y compris le samedi sur un poste. Et c'est la coordination des différents ateliers. On voit ici qu'on a un atelier de dégagement, derrière on a l'atelier de percement pour les explosifs, qui est juste derrière. Et puis là on est au pied de l'atelier de sécurisation des talus. Le chantier sera livré fin octobre comme prévu, mais pour les riverains, l'attente est longue. 6 mois que les habitants de la Haute-Romanche sont coupés du monde avec pour seul moyen de transport ces navettes lacustres. Justice, le tribunal administratif de Grenoble a tranché en déclarant illégal le vote d'une subvention destinée à financer les retraites complémentaires d'une dizaine d'élus du conseil départemental de l'Isère. Le département a été condamné à verser 1 200 € à Josiane Delpirou, la lanceuse d'alerte dans cette affaire. Le rappel des faits avec Frédéric Lefrançois. Elle a gagné son combat. Josiane Delpirou, ancienne secrétaire et aujourd'hui retraitée du Conseil général, avait attaqué son ancien employeur après le vote d'une subvention destinée à financer les retraites complémentaires d'une dizaine d'élus. Nous sommes alors en janvier 1992. À cette date, il est encore possible pour le Conseil général de prendre complètement en charge le financement de ces retraites. Un mois plus tard, une loi entrée en vigueur et limitait le financement des collectivités à 50%, le reste devant être versé par les élus eux-mêmes. La délibération accordait 447 380 € de subvention à l'amicale des élus pour financer ces pensions. Le tribunal administratif de Grenoble a estimé, comme le pensaient Josiane Delpirou et le préfet de l'Isère, que la commission permanente, qui ne regroupe que quelques-uns des élus départementaux, n'était pas compétente pour voter une telle subvention. Le département a été condamné à verser 1 200 € à Josiane Delpirou au titre du remboursement des frais de justice.
Le point maintenant sur le projet du Center Parc de Roibon. Le groupe Pierre et Vacances vient de déposer une demande pour suspendre le jugement défavorable à la construction du centre. Du coup, les travaux pourraient reprendre, mais sur place, les zadistes campent toujours sur leur position. Céline Aubert et Didier Albrand. À côté des troncs d'arbres échoués, un village de cabanes en construction. Sur le chantier du Center Parcs de Roibon, plus une machine et guère plus de zadistes. Aujourd'hui, ils sont une dizaine entre la barricade nord et la maison forestière. La zone à défendre est devenue une zone de vie. Tant qu'ils ont le droit de défricher, ils ne lâcheront pas comme ça. Et puis, ils ont engagé trop de sous, donc même le maire, de toute façon, il s'est endetté, donc même lui, il ne va pas lâcher. Ça, c'est sûr, enfin, je le comprends, quoi. Il y croit que ça va sauver sa petite ville, enfin son village, mais bon, c'est son droit. Occupation et résistance, c'est ainsi que depuis décembre 2014, les zadistes empêchent le Center Parcs d'avancer. Si sur le chantier, le calme est revenu, à Roibon, il y a toujours le grand fossé entre les pour et les contre. Sur le terrain judiciaire, la bataille fait rage. Aujourd'hui, Pierre et Vacances demandent un sursis à exécution, suspendre le jugement défavorable qui bloque la construction. Quand on fait briller un super beau projet comme ça, comment voulez-vous que les gens, le commun des mortels, puissent supporter de vivre cette feuilleton judiciaire qui n'a pas de sens pour nous? On ne comprend pas tout ça. C'est désespérant. 8 ans que le projet a été lancé et qu'il divise. En juillet, la justice a donné raison aux opposants historiques au titre de la loi sur l'eau. C'est sur ce jugement que Pierre et Vacances fait appel et espère suspendre l'exécution le plus vite possible. Il y a une question de timing parce que l'autorisation de défrichement leur permet de défricher à partir de novembre jusqu'au mois de mars, en particulier pour préserver les espèces qui sont sur place et essayer de détruire le moins d'espèces protégées. Donc il y a une autorisation de défrichement qui est très courte pour eux et qui peut se faire que pendant l'hiver. La Cour d'appel de Lyon a 6 mois pour décider de suspendre ou pas l'exécution du jugement. Si la demande était recevable, il faudrait aussi déloger les zadistes. En Isère, toujours, la nouvelle centrale hydroélectrique du Rondeau a été inaugurée hier. Cette centrale innovante dispose du système de turbine le plus puissant de l'Hexagone. Elle produira l'équivalent de la consommation électrique de 5700 habitants. Un investissement de près de 9 millions d'euros pour EDF. L'Arc et l'Isère sous haute surveillance. Les techniciens du CISARC procèdent ces jours-ci à l'inspection annuelle des digues et du lit de ces deux rivières. Ils essaient d'en repérer les points faibles pour prévenir les inondations. Seul moyen pour y parvenir, le rafting. Maxime Van Oudendyk et Dominique Bourget. L'inspection se fait au rythme de l'eau. Des élus, des représentants de l'Agence de l'eau et des services de l'État accompagnent sur le terrain les techniciens du CISARC. Ce syndicat mixte gère la restauration et l'entretien des digues de l'Isère en Savoie. Pour mener à bien leur mission, les techniciens voguent d'une rive à l'autre et analysent l'évolution du terrain depuis l'an dernier. 45 km de berges à scruter, photographier et filmer, à la recherche de faiblesses visibles uniquement depuis la rivière. Si on était en sommet de digue, on ne verrait pas du tout cette structure en enrochement, on serait complètement masqué par la végétation. Et le fait d'être en rafle nous permet d'avoir une vision en continu sur toute la protection en enrochement, à la fois en berge rive gauche et en berge rive droite. Ce parcours sur l'eau est aussi l'occasion d'inspecter le lit de la rivière. L'exploitation hydroélectrique supprime les crues naturelles régulières de l'Isère. Ces phénomènes permettent normalement de nettoyer le cours d'eau. Le problème par rapport au lit, c'est l'accumulation excessive de matériaux fins, donc les limons, que localement on appelle aussi calons, qui se déposent dans le lit, qui provoquent donc la constitution d'îlots qui peuvent être très importants, qui d'une part diminuent la capacité du lit et d'autre part dégradent sa qualité écologique. Des travaux de restauration du lit devraient s'engager à partir de l'automne prochain. Pour l'heure, le CISARC œuvre au réenrochement de certaines digues, comme ici sur la zone d'Alpespace à Francin. Une action décidée grâce au suivi de l'évolution de la rivière. L'inspection de cette année n'a pas mis au jour de besoins urgents de travaux supplémentaires.
Et on ouvre le dernier volet de notre série sur le réchauffement climatique qui pose question quant à l'avenir dans les Alpes, notamment sur les stations de ski qui représentent une grande partie de l'économie de la montagne. Que deviendront les Alpes du Nord si le réchauffement se poursuit? Réponse probable avec le climatologue savoyard Christophe Schex que Françoise Gay et Vincent Abran ont rencontré. Drôle de journée pour parler de réchauffement climatique. En ce tout début d'automne, sur les flancs du massif des Bauges, il fait froid et humide. À se demander si la planète se réchauffe vraiment. Oui, tout à fait, parce qu'il ne faut surtout pas confondre la météo et le climat. Et donc la météo, tout le monde sait ce que c'est le temps qu'il fait comme aujourd'hui, tous les jours. Des types de temps beau, chaud, froid, etc., pluvieux, neigeux. Et le climat, il faut bien comprendre que c'est la moyenne de tous ces types de temps sur une norme, on estime à peu près de 30 ans. Et le climat est bien en train de changer. Dans les Alpes du Nord, la température moyenne annuelle a augmenté de 2 degrés depuis 1900. On est bien dans une période de réchauffement climatique. Ce réchauffement, qui a atteint plus de degrés aujourd'hui sur les Alpes, est 2 fois plus fort que la moyenne mondiale. Le milieu montagnard est plus sensible et plus exposé au changement climatique. Et cet été, nous avons eu chaud, très chaud. Cette canicule n'était pas la première, il y en a eu d'autres ces dernières années. A contrario, il n'y a pas eu de répétition d'épisodes de grand froid. Pour notre climatologue, la chaleur de cet été s'inscrit donc dans une tendance au réchauffement. Question, les Alpes du Nord auront-elles un jour le climat méditerranéen des Alpes du Sud? En été, plus de chaleur. Ça correspond exactement à cette situation. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a déjà été constatée à la fois dans la vallée du Rhône et en allant vers Toulouse. Donc on a une sorte de remontée des caractéristiques du climat méditerranéen vers le nord. Et aujourd'hui, ça atteint les Alpes du Nord. Qui dit hausse des températures, dit baisse de l'enneigement, un élément primordial dans notre région tournée vers l'économie du ski. Selon Christophe Schex, la zone de vulnérabilité se situera au-dessous de 1500 mètres. Première concernée, les stations de moyenne altitude. Il y aura encore de la neige, mais le problème va être effectivement sa récurrence, sa quantité. On aura peut-être des années compliquées, on aura après des années avec des quantités de neige tout à fait suffisantes. Ça pose la question évidemment de la gestion de ces différences avec des années enneigées ou non. Comment gérer la neige moins abondante, l'été plus chaud, le printemps plus précoce, l'eau plus rare? Un défi à relever par les stations de sport d'hiver, mais aussi par tous les autres secteurs de l'économie. Et si le réchauffement ne faisait que commencer? À la base, c'est censé être les 2 degrés, mais aujourd'hui, on part plus pour la fin du siècle, en gros sur du 4 degrés. Et à ce niveau-là, nous sommes strictement incapables de savoir quelles seront les conséquences. Aujourd'hui, plus personne ne nie le lien entre réchauffement climatique et gaz à effet de serre. À 2 mois de la conférence mondiale sur le climat, la balle est du côté des gouvernements, des politiques locales, mais pas seulement. We're counting on you. Et ouverture aujourd'hui du 39e Festival international de la BD de Chambéry en Savoie, un festival d'auteurs qui seront une 60aine jusqu'à dimanche à apporter leur poésie, leur créativité et leur originalité. Parmi eux, le Suisse Pascal Conicella qui est en direct de Chambéry. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le créateur des Voyages fantastiques de Théo et Léonie. Vous proposez une animation originale pour les enfants notamment. Il s'agit de les faire passer... Je reprends une expression lue dans la presse, de l'autre côté du miroir, grâce à une application holographique. Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, c'est un grand projet, Théo Léonie, qui a débuté par un livre, qui s'accompagne par de la réalité augmentée sur le livre, donc avec une application qui est gratuite, qui est téléchargeable, et qui permet aux enfants d'avoir des objets ou des activités au-delà du livre, sur le livre lui-même. Parallèlement à ça, on a commencé la pré-production d'une série télé qui est faite de façon totalement novatrice, c'est-à-dire qu'on utilise les technologies du jeu vidéo et de l'animation traditionnelle. Ça permet d'avoir un rendu final en temps réel et ça nous permet de proposer l'animation aux enfants ou aux adultes dans les futures lunettes 3D stéréoscopiques
comme Oculus Rift que la plupart des grands fabricants vont disposer dans le commerce à partir de l'année prochaine. Alors le but de ce voyage, il est quoi? Il est découvrir l'aventure, il est pédagogique? Quel est son objet? Alors à la base, c'est un but pédagogique. On voulait raconter aux enfants l'histoire, la vraie histoire, mais de façon beaucoup plus intéressante pour les enfants. C'est-à-dire qu'on y rajoute une pointe de fantaisie, de fantastique, et ça permet aux enfants de s'imprégner plus de l'histoire et de retenir les faits historiques importants de façon beaucoup plus ludique que pédagogique. Alors, c'est pas un peu dangereux à terme de toute cette nouvelle technologie? Est-ce que c'est pas un peu dangereux pour la BD traditionnelle qui risque de disparaître avec toute cette magie que vous développez? Alors justement, le but de notre projet n'est pas seulement de faire que les enfants aillent dans les applications, parce qu'ils vont de toute façon y aller. Le but de notre projet est de faire en sorte que toutes les applications qui seront disponibles sur Internet, ou sur les iPhones, ou les iPads, ou les Android, l'enfant qui utilisera ces applications sera obligé, pour continuer les niveaux et puis pouvoir continuer à utiliser l'application, de se référer au livre. Donc ça permettra aux enfants de vraiment revenir à la lecture, revenir au livre pour pouvoir continuer l'expérience digitale. Merci à vous Pascal Conicella et bon festival à Chambéry. On passe à une rapide page sport avec du hockey et la défaite surprise des Brûleurs de Loup en Coupe de la Ligue. C'était hier soir à Gap, une déroute synonyme d'élimination pour les Grenoblois qui se sont inclinés 3-4. Et du coup c'est Gap qui remporte l'affaire. Et puis du handball avec une très courte, lourde défaite de Chambéry-Savoie Handball pour la 4e journée de championnat. C'était face à Montpellier. Les Héroltais se sont imposés 35-25. Un classico de cauchemar pour les Savoyards qui retrouvent la 8e place du classement général. Enfin, opération commando aujourd'hui pour les joueurs du FCG. Ce matin, les rugbymen grenoblois ont été accueillis par les militaires de Vars près de Grenoble. Au programme notamment un parcours du combattant en milieu aquatique. Jordan Guéant, Dominique Sommet. En mission commando, la première difficulté n'est pas forcément là où on l'imagine. En général, je suis pas trop musclé, donc c'est la combi qui est très petite surtout. C'est une taille enfant, je crois. Ce matin, les joueurs du FCG avaient piscine, mais version parcours du combattant. C'est le parcours du combattant qu'on fait, nous, à nos soldats, en vue des opérations extérieures, que ce soit sur les OPEX, sur les territoires comme l'Afghanistan. Autrement dit, du sérieux, du lourd. Plongeon, traction et cage sous-marine, une dizaine d'obstacles à vous épuiser un rugbyman. Avec les combinaisons, en plus la natation, on n'est pas forcément des grands nageurs. Mais en plus, aller récupérer des poids, sauter, ressortir de l'eau, c'est vrai que voilà, c'est des efforts très intenses. Effectivement, c'est très équipe, très solidaire et aussi stratégique, trouver la bonne solution pour passer les obstacles. Et surtout que toute l'équipe les passe. Objectif de la matinée, forger la cohésion. Travailler la solidarité, l'entraide, l'esprit d'équipe pour briller sur le terrain. On va passer 42 semaines ensemble avec des beaux moments, puis des moments un petit peu difficiles. Et dans les moments un petit peu difficiles, justement, il faudra garder de la bonne humeur, une bonne entraide. Et c'est grâce à des moments comme ça on apprend à se découvrir. Ce sont des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de réaliser. À chaque fois, on les met en groupe avec un objectif commun, comme je le disais, et je pense que ça peut aider à cette cohésion de l'équipe, au même titre que nous l'employons pour la cohésion de nos troupes. Entre l'armée et le FCG, le partenariat dure depuis 4 ans, de quoi transformer les rugbymen en valeureux guerriers. Voilà, pas de poule mouillée au FCG, qu'on se le dise. Prochain rendez-vous avec l'actualité régionale ce soir 19h.